Jean-François Hamel qui nous fait le plaisir d'intervenir au Christ. Il est, vous le savez, professeur au département d'études littéraires de l'Université du Québec à Montréal et il a publié aux éditions de Minuit presque l'intégralité de ses essais, je n'en citerai que 3, Revenance de l'histoire qui était évoquée tout à l'heure, Camarades Mallarmé, une politique de la littérature, très beau titre en 2014, et Nous sommes tous la pègre, les années 68 de Blanchot. Ces recherches actuelles portent sur l'histoire littéraire de la presse gauchiste, et avec Christophe Bidin et Leslie Hill, il prépare une édition de la correspondance politique de Maurice Blanchot. Jean-François, tu nous présentes aujourd'hui une conférence intitulée « Prendre ou rendre la parole sur les ambivalences du gauchisme français 1968-1974 ». Merci Bernabé, merci pour la présentation et merci pour l'invitation amicale. Merci à David aussi. Je suis d'autant plus heureux de revenir au Christ après 10 ans, je pense. C'est Pierre qui m'avait invité avec Alain Farah en 2014, je crois exactement. Je ne sais pas si vous m'inviterez encore en 2034, mais je suis d'autant plus heureux d'être ici que ça me permet de mettre à l'épreuve un certain nombre d'hypothèses d'une recherche en cours qui devrait donner lieu à un livre si l'impulsion des dernières semaines se poursuit, mais c'est encore un peu tôt pour annoncer un titre, une date ou quoi que ce soit. C'est un travail donc, qui m'occupe depuis plusieurs années, puis je remercie Quetzali et Marie-Ève qui sont ici, qui ont participé comme assistantes à cette recherche, comme d'autres aussi au cours des dernières années. C'est une recherche qui s'intéresse à la presse militante de l'après-mai, c'est-à-dire aux journaux contestataires qui se multiplient en France à la suite du soulèvement de mai et de juin 68 et qui vont se multiplier dans le sillage du gauchisme au début des années 70. Les observateurs de l'époque dénombrent 150, parfois 200, voire 300 titres au sein de ce qu'ils appellent indistinctement la presse parallèle, la presse libre, la presse sauvage, la presse gauchiste. C'est toute une série de termes qui circulent à l'époque dans la grande presse pour décrire cette presse marginale. Alors j'étudie cette prolifération de journaux pour reconstituer d'une part la culture écrite de l'après-mai, c'est-à-dire l'ensemble des valeurs et des fonctions dont l'écriture est investie dans les milieux militants, et d'autre part, la poétique de la presse gauchiste, c'est-à-dire le répertoire de formes et de genres qui définit, caractérise ces publications. Donc je me situe au croisement d'une histoire littéraire de la presse, inaugurée par les travaux de Marie-Ève Terranti et de ses collaborateurs, et d'une histoire sociale de l'écriture, représentée entre autres par Roger Chartier et Philippe Artière. Aujourd'hui, je vais adopter un plan en 2 temps. Je vais laisser de côté les considérations méthodologiques pour plonger dans le chantier. Je vais d'abord vous présenter ce que j'appelle les grammaires de l'après-mai, les grammaires politiques de l'après-mai, qui organisent la production de ces journaux, la grammaire de l'émancipation ouvrière, la grammaire de l'autonomie politique, la grammaire de la contestation culturelle. C'est une manière de tracer les contours de ce corpus qui est très vaste. Et ensuite, je m'arrêterai sur un genre spécifique qui est un des genres les plus prisés dans ces journaux, à savoir l'enquête. Et je passerai en revue l'enquête ouvrière, l'enquête carcérale, l'enquête féministe, l'enquête judiciaire, évidemment au pas de course, pour problématiser une injonction qui traverse cette presse de 68 à 74, qui est l'injonction à la prise de parole. J'essaierai de montrer que cette prise de parole, elle est ambivalente et qu'elle met en jeu ce rapport complexe entre l'action de prendre la parole et l'action de rendre la parole, d'où mon titre. Alors, commençons par le commencement, c'est-à-dire par le soulèvement de mai et de juin 68, qui débouche, on le sait, sur la plus grande grève générale de l'histoire de France. À la fin de juin 68, au terme des événements, le quotidien Le Monde publie un premier article sur la nouvelle presse du quartier latin, qui constate que les semaines insurrectionnelles du printemps, je cite, ont vu surgir presque autant d'imprimés que de barricades,
les premiers célébrant les exploits accomplis par les secondes. On y évoque notamment Action, la tribune du mouvement qui se veut au service des comités d'action, le pavé, la feuille anarchiste produite par les agitateurs à l'origine de l'occupation du théâtre de l'Odéon, le journal satirique L'Enragé, publié par Jean-Jacques Pauvert à l'initiative du dessinateur Ciné, mais aussi des organes groupusculaires, dont l'avant-garde jeunesse des trotskistes qui vont former la Ligue communiste quelques années plus tard. Le Monde, en juin 68, parle déjà d'une presse parallèle qu'elle caractérise par la violence de sa rhétorique et l'anonymat de ses collaborateurs. Parmi tous les titres qui circulent dans les facultés, sur les boulevards, c'est Action qui m'apparaît comme le prototype de la presse de l'après-midi. J'attire votre attention sur la une du 5 juin 1968, où l'on voit deux CRS reculer sous le mot d'ordre « Force reste à la grève ». À cette date, De Gaulle avait annoncé les élections législatives, les accords de Grenelle commençaient à affaiblir la combativité ouvrière, on sentait la grève entrer dans un mouvement de ressac. Action refuse la reprise du travail, refuse le retour à la normale. Mais surtout, avec cette une, Action inaugure une transformation complète de sa grille graphique. Les unes seront désormais des affiches. Des unes qui ont vocation à être placardées sur les murs des villes ou tenues à bout de bras dans les manifestations. Le journal n'est plus seulement conçu pour être lu, mais il est conçu pour être affiché et disséminé sur la voie publique, là où se manifeste au grand jour la répression. Et au-delà de l'appel à la grève, ce qui est frappant dans cette une du 5 juin, c'est sa réflexivité médiatique. La composition visuelle de cette une est une allégorie de la mission de contre-information de la presse de l'après-midi. Les forces de l'ordre sont contraintes de battre en retraite sous l'effet de l'écriture. L'attaque dont les policiers cherchent à se protéger est une attaque scripturaire. Ce sont des caractères imprimés qui les heurtent en lieu et place des pavés. C'est tout l'imaginaire de l'après-midi qui se cristallise déjà. La violence des militants est une contre-violence, essentiellement symbolique, qui s'exerce par ce qu'on peut appeler, à la suite des anthropologues comme Béatrice Frankel, des actions d'écriture, c'est-à-dire par la performativité, ici, d'une presse contestataire. Sur la base de cette floraison printanière d'imprimés, en mai-juin 68, une nouvelle presse se développe au cours des mois suivants à partir de 3 grammaires politiques. Par grammaire, il faut entendre un ensemble de normes et de règles qui assurent la convergence des formes, des pratiques et des usages de l'écrit dans la presse militante. La première grammaire est la grammaire de l'émancipation ouvrière, qui regroupe les journaux qui œuvrent à précipiter une révolution prolétarienne. Elle correspond à l'acception restreinte du gauchisme. Ces titres ont en commun d'interpréter les événements de mai, et surtout la grève générale, comme le signe d'une accélération de la lutte des classes, qui appelle en retour une intensification du travail d'agitation et de propagande en milieu ouvrier. Il s'agit pour l'essentiel de journaux groupusculaires, trotskistes ou maoïstes, parfois anarchistes, qui font état du travail de mobilisation des militants et de la conjoncture contestataire. Dans tous ces titres, déjà, on trouve une même injonction à prendre la parole, qui ici est exprimé de façon tout à fait typique dans l'éditorial de Rouge, le journal créé donc par des militants des jeunesses communistes révolutionnaires qui donneront naissance à la Ligue communiste. Instrument du droit d'expression, ce journal sera tribune libre ou tribunal, la dernière liberté que la conjuration ministérielle ne nous enlèvera pas. En mai, nous avons pris la parole, c'est la dernière arme qu'on nous fera déposer. Parallèlement aux journaux d'organisation, on trouve les cahiers de mai, sans affiliation partisane, qui se proposent de systématiser les idées nouvelles apparues dans les luttes depuis 68. L'Idiot international aussi, qui entend offrir une tribune aussi large que possible au mouvement gauchiste, dans la continuité d'Action. Et l'Idiot a la prétention de prendre la relève d'Action de façon explicite.
L'Idiot International est intéressant aussi parce que c'est un journal qui a une forte réflexivité médiatique. Il y a notamment une chronique régulière dans chaque numéro consacrée aux journaux gauchistes et notamment ici aux feuilles et aux bulletins d'usine que les militants produisent avec des ouvriers. L'éditorial, encore une fois, du premier numéro évoque la prise de parole. Ce journal existe aujourd'hui pour tous ceux qui se taisent ou qui doutent. Ils ont tort. La parole se reprend de force. Un autre temps se prépare. Il a besoin d'une autre presse. Elle s'invente. Inventez-la avec nous. La marche se prouve en marchant. La deuxième grammaire, sans renier complètement la centralité ouvrière, exprime une revendication d'autonomie politique, notamment sur des fronts que le marxisme relègue généralement au purgatoire des contradictions secondaires. En créant tout, les maoïstes libertaires de Vive la Révolution prônent une nouvelle attitude politique en rupture avec l'orthodoxie gauchiste. En ouverture du numéro 12, où ils prétendent faire droit à tout ce que la grande politique, même de gauche, même gauchiste, refuse ou refoule, les rédacteurs de tout formulent les exigences que leur imposent les revendications d'autonomie. Alors, les PD, les Gouines, les femmes, les emprisonnés, les avortés, les asociaux, les fous, on n'a pas parlé à leur place. Ils ont pris la parole et sur la base de leurs désirs et de leur oppression, ils exigent de pouvoir faire ce qu'ils veulent de leur corps. C'est une impulsion semblable qui anime le torchon brûle du mouvement de libération des femmes et le fléau social qui émane du front homosexuel d'action révolutionnaire. On peut associer aussi à ces revendications d'autonomie les cahiers pour la folie, qui s'autoproclament le premier canard à faire parler la folie, et le journal des prisonniers, produit par le Comité d'action des prisonniers dans la continuité des travaux du groupe d'information sur les prisons, animé par Michel Foucault. C'est en montant sur les toits que les détenus ont conquis le droit de parler et de se faire entendre. Ce droit, ils comptent maintenant en faire usage, et le journal que voici doit leur en donner la possibilité. Ce sont eux, surtout, qui parleront ici, et nous nous ferons une règle de publier en priorité tout ce qui viendra des prisons elles-mêmes. Leurs murs ne nous imposeront plus le silence. Dans le même esprit, Tant qu'on a la santé veut rendre aux patients le pouvoir sur leur corps et sur leur vie en leur restituant à nouveau le droit à la parole. Alors, cette grammaire de l'autonomie politique se caractérise par la contestation de la distribution sociale du droit à l'expression. Il s'agit, en somme, d'élargir l'accès à l'espace public pour les groupes stigmatisés et minorisés. Une troisième et dernière grammaire s'avance sur le terrain de la contestation culturelle en réactivant l'exigence de créativité généralisée du printemps 68. Contre le moralisme de la société bourgeoise et la discipline des groupuscules, la révolte contre-culturelle veut libérer l'expression, émanciper les corps et les esprits, inventer des styles de vie alternatifs. Observatoire privilégié de la contre-culture à la française, Actuel accompagne ce courant qui promeut la jouissance comme vecteur d'émancipation face à l'aliénation capitaliste et à l'industrie culturelle. La portée politique de cette contre-culture française, souvent minorisée ou minorée par les lecteurs et lectrices, est rappelée très fortement par Actuel dans le dossier consacré à la nouvelle presse, sous un titre éloquent « Les rotatives de la colère ». Cet article éclaire d'ailleurs la radicalité libertaire de la contre-culture française, du moins à ses débuts, en mettant en lumière son refus de la délégation de la parole, qui la rapproche des revendications d'autonomie politique. Si vous n'aimez pas les journaux qu'on vous donne, fabriquez-les vous-même et ne laissez personne, disait Abby Hoffman, un militant hippie américain, parler en votre nom. La dimension subversive de ces journaux contre-culturels, parmi lesquels le Parapluie ou Geronimo, qui sont sans doute les deux les plus intéressants, cette portée subversive n'a pas échappé au ministère de l'Intérieur. Après avoir dressé un état des lieux de la presse révolutionnaire, la Direction centrale des renseignements généraux s'intéresse dans l'un de ses bulletins à la presse underground, en montrant justement qu'elle noue libération de la parole et transformation sociale. C'est rare qu'on cite les policiers en littérature, mais je le fais avec plaisir. Toutes ces publications, qu'elles soient politiques, non conformistes, nihilistes, obscènes et provocatrices par vocation, présentent de prime abord un point commun. Elles veulent contribuer à détruire les structures de notre société,
et à les remplacer par une contre-société faisant sienne une contre-culture idéale. Pour cela, il est nécessaire de libérer l'expression et de donner la parole aux masses pour parvenir au but recherché. Alors, comme les fonctionnaires de la police nationale, vous aurez constaté que ces journaux ont en effet en commun le thème de la prise de parole. Ce thème, il est apparu très tôt chez les insurgés de mai. On peut rappeler que dès juin, pendant l'occupation de l'Odéon, un orateur anonyme a formulé, sans doute pour l'une des premières fois, l'équation entre prise de parole et action révolutionnaire qui va devenir un lieu commun de la contestation. Les révolutionnaires de 89 ont pris la Bastille, nous avons pris la parole, retournez le chiffre 89 et vous obtenez 68. Quelques semaines plus tard, dans un article qui paraît en juillet 68 dans la revue Études, Michel de Certeau va quant à lui décrire le soulèvement de mai comme une révolution de la parole, prenant au sérieux ce thème qui circulait dans les milieux militants. En mai dernier, on a pris la parole, on a pris la Bastille en 1789. De la prise de la Bastille à la prise de la Sorbonne, entre ces deux symboles, une différence essentielle caractérise l'événement du 13 mai 68. Aujourd'hui, c'est la parole prisonnière qui a été libérée. Alors, l'hypothèse de Michel de Certeau, que je fais mienne jusqu'à un certain point, est que ce thème de la prise de parole exprime une rupture d'adhésion à l'ordre établi, une suspension du consentement au pouvoir, mais aussi et surtout une méfiance anti-autoritaire à l'égard de la représentation politique et à l'égard des instances de délégation de la parole, syndicats, partis, gouvernements en régime parlementaire. Cette prise de parole, et c'est ce qui m'intéresse, a des implications, entre guillemets, littéraires, du fait que les journaux de l'après-mai la transposent et la perpétuent en une prise d'écriture. Mais le risque que cette presse doit affronter, c'est celui d'usurper la parole des dominés et de reconduire la confiscation de la parole qu'elle reproche aux classes dominantes. Le risque qu'elle affronte, c'est celui de la représentation politique qu'elle conteste et des effets de domination que cette presse risque de reconduire. À propos de la représentation politique, Bourdieu rappelait que les classes dominées ne parlent pas, elles sont parlées. Or, les subalternes, dont les journaux gauchistes défendent la cause, les ouvriers en premier lieu, mais aussi les travailleurs immigrés, les femmes, les homosexuels, les fous, les prisonniers, les jeunes, ces subalternes restent dépossédés de l'écriture aussi longtemps qu'ils sont écrits. Parler en leur nom, comme seront tentés de le faire les gauchistes pour propager la révolte, c'est souvent parler à leur place. C'est souvent les constituer en objet plutôt qu'en sujet de l'écriture. D'où le caractère ambivalent, voire contradictoire de l'injonction à la prise de parole. La presse de l'après-mai s'efforce en effet de prendre la parole, mais elle le fait d'abord et avant tout pour rendre la parole. Les gauchistes investissent l'écriture, mais pour que d'autres qu'eux puissent, à leur tour, s'émanciper par l'écriture. Cette tension entre conquête et usurpation de la parole fait osciller des pans entiers du gauchisme entre la grammaire de l'émancipation ouvrière, où l'on fait parler les autres, et les grammaires de l'autonomie politique et de la contestation culturelle, où l'on parle en son nom propre. La tension entre ces grammaires génère donc un questionnement sur la violence symbolique qu'implique l'appropriation de la parole des dominés par les dominants. La presse de l'après-mai cherche, sans toujours y parvenir, à échapper à ce que Gilles Deleuze nomme l'indignité de parler pour les autres. C'est un entretien de Deleuze avec Foucault en 1972, où Deleuze déclare ceci. « À mon avis, vous avez été le premier, avec le groupe d'information sur les prisons, à nous apprendre quelque chose de fondamental, à la fois par vos livres et dans un domaine pratique, l'indignité de parler pour les autres. Je veux dire, on se moquait de la représentation, entendez ici la représentation politique, on disait que c'était fini, mais on ne tirait pas la conséquence de cette conversion théorique, à savoir que la théorie exigeait que les gens concernés parlent enfin pratiquement pour leur compte. Alors, ce corpus de presse, il m'intéresse parce qu'il est porteur d'une interrogation sur l'énonciation. Quand une parole collective se libère, qui parle et au nom de qui? Quelles sont les formes, les genres, les rubriques qui permettent de généraliser une prise d'écriture sans s'approprier
ni contrôler le droit à l'expression des subalternes. Quelles sont les stratégies qui permettent de susciter et d'accueillir, sans la trahir, la parole de celles et ceux qui ne parlent pas et à plus forte raison la parole de celles et ceux qui n'écrivent pas? Comment rendre justice à l'idée que la nouvelle presse appartient à tous? Bel et bien. L'un des genres qu'investit massivement la presse de l'après-mai pour réduire la violence symbolique de son injonction à la prise d'écriture, c'est justement l'enquête. Et les gauchistes seront d'autant plus portés à pratiquer et à théoriser le genre de l'enquête qu'ils peuvent se réclamer de deux figures tutélaires, Marx et Mao. En 1880, dans la revue socialiste, Marx lançait, sous couvert d'anonymat, une enquête ouvrière déterminante dans l'organisation du mouvement ouvrier en France. Il s'agissait de recueillir des informations sur la situation des prolétaires, mais aussi, je dirais peut-être surtout, de fournir aux ouvriers un instrument pour réfléchir eux-mêmes à leurs conditions et pour la porter au langage. En 1930, dans une brochure intitulée « Contre le culte du livre », Mao Tse-tung formulait une consigne qu'on dirait écrite à l'intention des gauchistes « Pas d'enquête, pas de droit à la parole ». Le dirigeant chinois, lui, concevait la pratique de l'enquête, notamment dans les campagnes, comme un moyen de résoudre les problèmes stratégiques de la lutte des classes. Elle permettait, l'enquête, aux enquêteurs de s'immerger dans les masses et aux masses de prendre en main leur destin grâce à une connaissance plus juste de leur situation. L'enquête est conçue comme la production d'un savoir pragmatique, tourné vers l'action, un savoir qui éclaire le monde social, mais pour le transformer et pour y constituer de nouvelles subjectivités politiques. La dialectique entre enquêteurs et enquêtés, selon Marx et selon Mao, est nécessaire à la construction d'une conscience de classe. Dans la presse gauchiste, ce sont les cahiers de mai qui mènent sans doute la réflexion la plus riche et la plus aboutie sur les usages de l'enquête à des fins d'émancipation. Fondés au cœur de la grève générale, le premier numéro paraît le 15 juin 1968, les cahiers développent une pratique de contre-information qui a pour objectif de donner aux travailleurs l'occasion de se rassembler pour formuler leurs propres mots d'ordre. Les scripteurs des cahiers comparent leur fonction d'ailleurs à celle d'un écrivain public. Ils s'engagent, je cite, à tenir la plume avec modestie et rigueur, comme un écrivain public. En juillet 1970, faisant le bilan de leur pratique des 2 dernières années, les cahiers de mai publient le rôle politique de l'enquête. Ils définissent l'enquête comme un processus permettant aux travailleurs de se constituer en sujet plutôt qu'en objet de l'écriture. Les enquêtés, ils sont les enquêteurs de leur propre existence. L'enquête, telle que la pratiquent les militants des cahiers, suppose la participation active, du commencement à la fin, des travailleurs avec lesquels elle est faite, que la synthèse du travail sous forme d'articles soit faite sous leur contrôle collectif et sous leur direction effective. En fait, elle a une quadruple fonction. Donner la parole aux travailleurs révolutionnaires dans l'entreprise, regrouper les militants ouvriers autour de l'enquête, servir d'instrument de propagande et d'agitation, diminuer la ségrégation entre les militants extérieurs aux entreprises et les militants ouvriers. L'enquête des cahiers se veut, au sens fort du terme, un acte politique. Alors on le voit, pour que l'enquête ne dégénère pas en une dépossession symbolique des enquêtés, les enquêteurs se soumettent à une politique de l'énonciation. Une politique de l'énonciation qui leur enjoint de se déprendre de leurs propres paroles pour se faire les dépositaires de la parole des travailleurs. La publication de l'enquête dans les cahiers a pour finalité de restituer aux travailleurs l'écho de leur propre voix. Le journal, idéalement, ne devrait être que le médiateur d'un écrit dont les ouvriers seraient à la fois les destinateurs et les destinataires. Au terme de l'enquête, c'est du moins ce que supposent les cahiers, la combativité de la classe ouvrière sera mesurée et augmentée. Mesurée par la production d'une information jugée d'autant plus fiable qu'elle émane des travailleurs eux-mêmes et augmentée par la cohésion produite parmi les ouvriers par le travail collectif de contre-information. Une conception presque identique de l'enquête sera revendiquée par le groupe d'information sur les prisons, qui intervient fréquemment dans la presse maoïste, en plus de publier une série de 4 brochures intitulées « Intolérables ».
Un mois après sa fondation, en mars 1971, dans le contexte d'une grève de la faim entreprise par des militants de la gauche prolétarienne, le groupe d'information sur les prisons fait paraître 2 pleines pages dans le mensuel maoïste J'accuse, avec une série de documents sur la vie en prison. En introduction à ces documents, le groupe décrit les finalités politiques de l'enquête qui doit permettre, encore une fois, de constituer les prisonniers en sujet d'écriture. Le groupe d'information sur les prisons vient de lancer sa première enquête. Ce sont les premières lignes du texte. Ce n'est pas une enquête de sociologue. Il s'agit de laisser la parole à ceux qui ont une expérience de la prison. Non pas qu'ils aient besoin qu'on les aide à prendre conscience. La conscience de l'oppression est là, parfaitement claire, sachant bien qui est l'ennemi. Mais le système actuel lui refuse les moyens de se formuler, de s'organiser. Nous voulons briser le double isolement dans lequel se trouvent enfermés les détenus. À travers notre enquête, nous voulons qu'ils puissent communiquer entre eux, se transmettre ce qu'ils savent et se parler de prison en prison, de cellule à cellule. Nous voulons qu'ils s'adressent à la population et que la population leur parle. Il faut que ces expériences, ces révoltes isolées, se transforment en savoir commun et en pratiques coordonnées. Alors, les textes du GIP insistent toujours, comme ici, sur la fonction médiatrice des enquêteurs qui doivent s'effacer pour rendre la parole aux détenus de telle sorte qu'ils puissent eux-mêmes, selon une métaphore qui revient aussi très souvent dans les textes, briser les barreaux du silence et aussi provoquer des actions collectives de résistance au pouvoir pénitentiaire. Dans les brochures du GIP, l'enquête devient un pur travail de collecte qui permet de rassembler non seulement les réponses à divers questionnaires et des cahiers de revendications, mais aussi les écrits intimes des détenus, leurs lettres, leurs journaux, leurs correspondances, donnant ainsi à lire dans l'espace public ce qui reste confiné d'ordinaire à la sphère privée et au monde carcéral. Si l'enquête, selon le mot de l'historien Dominique Khalifa, vise à élucider une énigme du social, ce sont ceux qui incarnent cette énigme qui se trouvent appelés par le GIP à en produire la compréhension pour la transformer en problème public. Du point de vue générique, la forme de l'enquête se brouille, puisqu'au récit des enquêteurs tentent à se substituer les témoignages qui ont été collectés, ces écritures ordinaires par lesquelles des subalternes portent au langage la violence de leur oppression. Les marques d'énonciation des enquêteurs disparaissent de l'enquête telle qu'elle est publiée afin de laisser parler des documents bruts rédigés par les prisonniers sur les lieux de leur détention. Les premières militantes du mouvement de libération des femmes, du moins celles qui viennent du maoïsme et qui sont passées par le groupe Vive la Révolution, revendiquent elles aussi la pratique de l'enquête. C'est ce qu'illustre l'article « Les femmes » dans le numéro inaugural du Torchon Brûle en décembre 1970. Et comme l'indique le dessin qui accompagne l'article, le mouvement de libération des femmes, qui n'a que quelques mois d'existence, cherche encore sa ligne politique. Et pour la définir, cette ligne politique, l'enquête sur les femmes et par les femmes apparaît comme un passage obligé. Alors, je cite un passage de cet article magnifique, Les femmes, qui, on le sait aujourd'hui, a été écrit par Leslie Kaplan, qui publierait l'Excel-Usine 10 ans plus tard. Voir loin, deviner, imaginer, commencer à lire, dans les conditions particulières de l'oppression de la femme, le nouveau qu'il faut inventer. Ce qu'on invente vient toujours de la forme spécifique d'oppression qu'on a subie. La révolte, l'exigence particulière d'affirmation de soi vient de la façon particulière dont la dignité a été refusée à une classe, à une couche, à une race, à un sexe opprimé. C'est pourquoi il faut enquêter, saisir les aspirations vivantes des masses, comment tous les jours elles inventent, et pas seulement par leur révolte en creux, mais de façon embryonnaire, positivement, la vie nouvelle, c'est-à-dire la signification des luttes des femmes. Avec ce texte programmatique, le Torchon Brûle se donne pour mandat de recueillir le désir d'émancipation des femmes en portant attention à la spécificité de leur oppression sans imposer une ligne politique tracée d'avance. Si la femme est, comme le suggère l'article, une marchandise et un mythe dans la société actuelle, l'enquête permet aux femmes de passer du singulier au pluriel, de la femme aux femmes, de l'image à la réalité, ou pour le dire en termes existentialistes, de l'essence à l'existence, du statut d'objet au statut de sujet.
En documentant l'oppression des femmes, l'enquête contribue à les affranchir des catégories dominantes et à renouer avec la perception du réel. L'enquête permet de résorber la distance entre les représentations collectives et l'expérience quotidienne, entre les normes sociales de genre et les aspirations à une autre vie. C'est une grève dans une bonneterie de Troyes, en mars 70, qui donne aux militantes du MLF l'occasion de pratiquer et non seulement de théoriser l'enquête, et surtout de négocier la frontière entre l'enquête ouvrière et l'enquête féministe. Informés de la combativité des grévistes dans cette bonneterie, ces grévistes qui ont occupé leur usine après en avoir chassé les hommes, quelques militantes du MLF donc se réunissent à la suite d'une assemblée générale et décident de se porter à leur rencontre. Le collectif informel rapporte 2 articles de cette enquête. Je ne parlerai que du premier qui paraît dans Tout, pour en discuter brièvement le dispositif visuel et textuel. De retour de Troyes, les militantes placent au centre de l'enquête, dans le journal donc de Vive la Révolution, la photographie d'une femme qui défend la grille de l'usine et qui soulève la chaîne qui pourrait être celle d'une esclave. Dispersés autour de cette allégorie d'une émancipation des femmes, des fragments d'entretien esquissent la figure d'une communauté plurielle. Les grévistes, dont les propos sont reproduits, disent leur joie de se découvrir les unes les autres à la faveur de l'occupation de l'usine, mais elles expriment aussi leur désorientation devant le fil brisé de leur existence antérieure. Et en marge de ce montage, qui se veut un hommage aux ouvrières, les militantes prennent à leur tour la parole. D'abord par un poème, en haut à droite, « J'ouvrirai bien des portes toute ma vie », qui sert de légende à la photographie. Ensuite par un court récit, au MLF On est comme on est, dans lequel les militantes décrivent l'étrange ventriloquie par laquelle elles se sont mises à parler, au terme de l'enquête, avec les mots des grévistes. On a trouvé des femmes qui prenaient conscience, à travers ce qui arrivait, la grève, l'occupation, l'organisation à l'intérieur de l'usine, la solidarité extérieure, de ce qu'avait été leur vie avant et de ce qu'elles voulaient qu'elle soit maintenant. Et nous, on se dit maintenant qu'elles étaient en train de trouver leur identité, comme nous, la nôtre. On n'a pas cherché à parler différemment parce que nous étions en face d'elles. Nous n'étions pas là pour faire un reportage ni pour apporter notre ligne politique. Nous voulions ressentir et comprendre ce que les femmes vivaient pendant leur grève. Si bien que quand on est rentré, ce qu'on voulait dire d'elles et de leur grève ressemblait à peine à un bilan politique. On avait envie de parler d'elles comme des gens qu'on aurait connus et aimés et qui auraient fait partie de nos vies. Quand on a écouté le matériel qu'on avait rapporté, on parlait avec leurs mots. On n'était pas là pour faire un reportage. La distinction est absolument cruciale ici. Là où le reportage maintient une séparation nette entre le sujet du savoir et l'objet de connaissance, une distance entre le journaliste de terrain et la réalité observée, l'enquête suppose au contraire une plongée dans un monde obscur qui ne révèle sa signification qu'au terme d'une immersion. Une immersion qui confond, provisoirement au moins, enquêteur et enquêté. L'enquête féministe joue précisément de cette tension entre proximité et distance, entre pluralité et unité. Le dispositif graphique de Tout met en relief l'hétérogénéité des paroles échangées, dont il suggère néanmoins l'unification sur la page à la faveur d'une lutte commune. De même, le texte d'accompagnement, le récit des militantes, est mis à l'écart, en marge du montage, comme pour reconnaître la distance entre enquêtrice et enquêté, même si l'échange de paroles se solde par le constat d'une indifférenciation des mots des unes et des autres. Il n'y a plus de différence entre nous, affirme d'ailleurs l'une des ouvrières. En somme, ce qui distingue cette enquête d'un reportage, c'est le fait que les grévistes et les militantes, tout en demeurant distinctes, se transforment au terme de leur rencontre et expérimentent une parole qui jusqu'alors leur était étrangère. Les enquêtés ne s'expriment plus comme avant la grève, les enquêtrices ne s'expriment plus comme avant l'enquête. Ensemble, elles ont appris à lire les contradictions du présent, ce que Leslie Kaplan appelait « séparer l'ancien du nouveau », c'est le lexique maoïste. Elles ont trouvé, du moins ébauché, une ligne politique commune. Les conditions de félicité de l'enquête apparaissent clairement ici,
l'action de prendre la parole et l'action de rendre la parole doivent s'enchaîner dialectiquement pour générer de nouvelles subjectivités politiques. Dernier avatar de l'enquête, l'enquête judiciaire avec la gauche prolétarienne. Au lendemain de mai, les maoïstes de la gauche prolétarienne pratiquent et théorisent eux aussi, un peu à la manière des cahiers de mai, l'enquête comme instrument d'immersion dans les masses et comme un moyen d'action pour développer l'expression des ouvriers et structurer leur lutte quotidienne contre les chefs d'atelier ou contre les cadences sur les chaînes de montage. Dans la cause du peuple, les slogans qui figurent en une, comme ici, Vie chère, vie d'esclave, assez, ces slogans sont systématiquement présentés comme des mots d'ordre formulés par les ouvriers eux-mêmes au terme d'une enquête. Le journal maoïste a la prétention de véhiculer la parole des masses. Mais à la suite de l'emprisonnement des directeurs de la cause du peuple, de la dissolution de la gauche prolétarienne par le ministère de l'Intérieur au printemps 70, les Mao vont infléchir leur ligne politique et attaquer un appareil de justice qu'ils jugent à la solde du pouvoir d'État et de la classe dominante. Ils vont alors transformer l'enquête ouvrière en enquête judiciaire. Dans leurs journaux, comme dans les usines, ils invitent les ouvriers à faire la lumière sur les accidents de travail afin de conduire le procès de ce qu'ils appellent une justice de classe, qui ne les protège pas et qui laisse impunis les crimes des patrons. L'enquête se met au service d'une justice populaire, exercée par les travailleurs eux-mêmes. Dans un numéro des Temps modernes, piloté par la gauche prolétarienne, on décrit ainsi l'enquête menée par les ouvriers lyonnais pour élucider les causes d'une mutilation. Quand il y a un accident, c'est à tout l'atelier de faire l'enquête. À la tôlerie, un gars se coupe un doigt. Les ouvriers se précipitent pour aider et savoir comment ça s'est passé. Le chef les renvoie en disant « Laissez, ça ne vous regarde pas ». Plusieurs ouvriers se regroupent alors et forment un comité de lutte pour savoir ce qui s'est passé. Un ouvrier va voir le voisin de l'accidenté et fait le plan de l'accident. Un autre va prévenir les copains de l'accidenté. D'autres vont dans le bureau pour demander au blessé quand il revient de l'hôpital comment ça s'est passé. Un autre se renseigne sur les accidents récemment survenus, etc. Toutes ces informations sont regroupées dans les heures qui suivent l'accident et un tract est fait pour être diffusé le lendemain. Dans le même esprit, Simone de Beauvoir recueille et publie dans J'accuse les témoignages des survivantes d'une explosion de gaz dans une usine qui a coûté la vie à 3 ouvrières et qui en a défiguré plusieurs autres. Son rapport d'enquête constitue un réquisitoire contre la justice bourgeoise. En France, aujourd'hui, on peut tuer impunément. Toutes ces enquêtes s'inscrivent dans la continuité de ce que Foucault, dans le même numéro des Temps modernes, appelait des guérillas contre le pouvoir de justice. Cette contestation de la justice pénale prend un tour inquiétant quand les maoïstes s'emparent d'une sombre affaire criminelle du nord de la France. À Bruay-en-Artois, une ville minière, le cadavre mutilé d'une jeune fille est retrouvé sur un terrain vague à quelques mètres du domicile de la maîtresse du notaire. La cause du peuple dépêche des militants sur les lieux pour inciter les habitants du Coron à élucider eux-mêmes le meurtre et à mettre sur pied un comité Vérité et Justice. De cette contre-enquête résulte un article dans la cause du peuple du 1er mai 1972 qui accuse violemment le notaire et qui interprète ce crime sordide comme le symbole de la violence de classe perpétrée au quotidien par la classe dominante à l'endroit des mineurs et de leurs familles. Il nous tue au fond de la mine. Maintenant, il tue, il mutile nos enfants. La publication de l'enquête provoque immédiatement un malaise dans les milieux gauchistes, y compris au sein de la gauche prolétarienne, pourtant familière des coups d'éclat et des actions spectaculaires. Jean-Paul Sartre, qui agit depuis 2 ans comme directeur de la cause du peuple, assimile l'article des Mao à un lynchage. La haine de classe, explique-t-il, ne suffit pas à fonder en droit la justice populaire. Mais au-delà de la question des rapports entre violence et justice, que je laisse de côté, que je laisse à la philosophie, cet article illustre le risque de confiscation et d'instrumentalisation de la parole subalterne associée à la pratique de l'enquête. Le réquisitoire issu de l'enquête est en effet rédigé à la première personne du pluriel, au « nous », et signé par la ville ouvrière de Bruay en colère, comme si cette communauté avait parlé d'une même voix et qu'elle avait dicté ce texte aux scripteurs maoïstes. En termes rhétoriques, cette fiction de parole repose sur une prosopopée. Un être collectif s'y trouve personnifié et doté de la capacité de s'exprimer.
Du coup, l'hétérogénéité des voix au sein de la communauté minière est escamotée, au même titre que la différence entre les postures énonciatives des enquêteurs et des enquêtés. L'équilibre entre proximité et distance, entre unité et pluralité que les féministes avaient trouvé à l'occasion de leur enquête auprès des ouvrières de Troyes est rompu. Les maoïstes de la gauche prolétarienne, qui disaient lutter contre le musellement des masses, en viennent ainsi à s'approprier et à détourner la parole ouvrière, faute de distinguer le discours des militants et le discours des travailleurs. Pour le dire dans les termes de Bourdieu, les scripteurs de la cause du peuple se livrent ici, j'aime cette formule, à une ventriloquie usurpatrice. Ventriloquie usurpatrice qui est typique aux yeux de Bourdieu des porte-paroles. Les militants font parler ceux au nom desquels ils parlent. L'enquête devient le prétexte pour se substituer au peuple, pour prendre la parole à la place de celles et ceux auxquels il s'agissait de rendre la parole. Ce dispositif d'énonciation reproduit, au cœur de la presse de l'après-mai, la violence symbolique contre laquelle l'enquête avait précisément l'ambition de lutter. Alors, avançons vers la conclusion. Une utopie traverse la presse gauchiste, celle d'une parole subalterne qui aurait été interdite ou prisonnière, qui pourrait enfin se libérer grâce à l'enquête. Qu'elle soit ouvrière, carcérale, féministe, judiciaire, l'enquête telle que la pratiquent les scripteurs de l'après-mai a pour vocation d'élargir le droit à la parole des subalternes et pour viser de redistribuer l'accès à l'espace public au sein du monde social. L'enquête, parce qu'elle peut accueillir une expression directe, apparaît comme l'instrument d'une démocratie directe. Mais cette utopie, j'en ai donné un seul exemple avec la cause du peuple, mais il y en aurait d'autres, cette utopie menace de se renverser en son contraire et de produire ce qu'elle devait éviter, à savoir l'instrumentalisation de la parole des subalternes. En effet, dès que les enquêteurs s'autorisent de la parole des enquêtés pour parler à leur place et pour établir la vérité de leur oppression, les subalternes se trouvent dépossédés. La prise de parole se renverse en une prise de pouvoir des dominants sur les dominés. C'est précisément le travers que Trotsky, à l'occasion d'une querelle avec Lénine en 1904, avait nommé le substitutionnisme politique. Le substitutionnisme politique, c'est ce travers qui consiste, pour un parti d'avant-garde, à parler et à agir en lieu et place de la classe ouvrière qu'il représente. C'est précisément la critique que les trotskistes du Journal Rouge ne cesseront d'adresser aux maoïstes de la cause du peuple. Du point de vue de l'histoire de la presse militante, cette tension entre conquête et confiscation de la parole me semble expliquer, pour une part, le mouvement de bascule qui s'opère de la grammaire de l'émancipation ouvrière, qui domine les journaux gauchistes dans l'année ou les 2 années qui suivent le soulèvement de mai et de juin, vers les grammaires de l'autonomie politique et de la contestation culturelle, qui deviennent prépondérantes à partir de l'automne 70 et surtout de l'hiver 71. On passe très rapidement, en quelques mois, d'une presse militante au sein de laquelle il s'agit de faire parler les autres, à savoir la classe ouvrière, à une presse militante au sein de laquelle il s'agit de parler en son propre nom. Et ce glissement de l'émancipation ouvrière à l'autonomie politique et à la contestation culturelle a des implications que l'on peut dire littéraires au plan de la poétique de la presse. Le mouvement de libération des femmes, avec le Torchon Brûle, le groupe Vive la Révolution avec tout, vont imposer l'idée que la Révolution doit s'écrire à la première personne, ce qui représente une rupture majeure avec les codes discursifs de l'extrême gauche traditionnelle et de sa presse. De fait, cette nouvelle conception de la parole révolutionnaire provoque une transformation du régime d'énonciation de la presse militante. L'enquête perd progressivement en importance pour laisser place aux écritures testimoniales et aux écritures épistolaires, autrement dit au genre de l'intime et aux écritures de soi. Au lieu de parler au nom des autres, on parlera en son nom propre à partir d'une expérience spécifique de l'oppression et des rapports sociaux de pouvoir. Le privé est devenu politique. Sous la forme de lettres, de journaux intimes, de témoignages, de chroniques de la vie quotidienne, ces prises d'écriture personnelles seront privilégiées en ce qu'elles paraissent opposer une résistance au risque d'usurpation de la parole des dominés. En outre, les journaux de l'autonomie politique et de la contestation culturelle vont faire preuve d'une réflexivité médiatique très marquée,
qui manque souvent aux journaux de l'émancipation ouvrière. Réflexivité médiatique qui engendre une surconscience des risques de monopolisation de la parole, typique du journalisme, et de la distribution sociale inégalitaire de l'accès à l'espace public. Je vais en donner un exemple pour finir, tiré du Cri du Peuple, journal libertaire, évidemment placé sous l'égide de Jules Vallès et de la Commune, qui rend lisibles les tensions constitutives de la presse de l'après-mai, cette tension entre conquête et confiscation de la parole. Il faut que nous soyons clairs. Pour nous, il n'y a pas de journaux révolutionnaires. Ce qui est révolutionnaire, c'est les rapports entre individus et les luttes qu'ils mènent. Le rapport entre un écrit et un lecteur est un rapport à sens unique, sans dialogue, sans réponse réelle, et qu'on ne nous fasse pas le coup du courrier des lecteurs pour prouver qu'il y a dialogue. Nous savons aussi que le rôle des journaux est de confisquer la parole, alors que maintenant, ce qu'il faut, c'est que chacun prenne la parole. De tout cela, nous sommes conscients, mais nous continuons à faire le cri parce qu'il est important de montrer, même par un écrit, que ce que chacun ressent, subit isolément, n'est pas affaire de problèmes personnels, mais qu'on subit tous la même aliénation, la même violence. La prise de parole se manifeste ici comme un idéal à double tranchant. Un journal est un instrument d'oppression, en ce qu'il autorise quelques-uns à parler au nom des autres et à occuper l'espace public, mais un journal est aussi un instrument d'émancipation, en ce qu'il assure la diffusion et la multiplication des témoignages sur la violence du monde social, sur la diversité des expériences d'oppression. C'est cette contradiction performative, presque beckettienne, je ne peux pas continuer, il faut continuer, c'est essentiellement ce que dit le Cri du Peuple, c'est cette contradiction performative qui donne sa consistance, me semble-t-il, sa consistance poétique à la presse de l'après-mai, et qui en fait, à mes yeux au moins, j'espère vous en avoir donné l'idée, un corpus intéressant pour penser les rapports entre les formes et les pratiques politiques de l'écrit, d'une part, et les rapports de domination dans l'espace public, d'autre part.